Un choc, un véritable coup de poing monumental en plein estomac, une sensation de vertige pur et dur face à la chute libre d'un monde qu'on croyait totalement invincible. Ouais. C'est Vernon Subutex, tome 1 de Virginie Despentes. Une plongée vertigineuse dans l'isolement extrême et la dislocation sociale. Électrique. Complètement. On y suit Vernon, autrefois le roi de la nuit parisienne, le disquaire légendaire que tout le monde adulait. Aujourd'hui, un fantôme errant, fauché, totalement invisible. On est projeté direct sur le trottoir glacé de Paris. La porte de son appart vient d'être scellée par les huissiers. Il a plus qu'un vague sac de sport avec quelques affaires jetées en vrac et un carnet d'adresses périmé. Un homme qui possédait le pouls culturel et musical de toute une génération, devenu un SDF incapable de sauver sa propre peau. C'est complètement dingue, non? Il se retrouve à la rue, traqué sans le savoir par toute une faune parisienne féroce. Une meute avide de récupérer un testament audio-explosif qu'il trimballe bêtement dans son sac. S'il tombe, il emporte tous leurs secrets avec lui. Et notre plongée d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer la mécanique implacable de cette chute. Ouais, de comprendre le pourquoi du comment en fait. Exactement. Il s'agit de comprendre cette tragédie individuelle, mais surtout ce qu'elle révèle des transformations brutales de la société. Comment on passe du sommet absolu de la scène underground à l'invisibilité totale du bitume. Pour saisir cette bascule, il faut rembobiner un peu, tu vois. La chute de Vernon, ça symbolise un changement d'époque tectonique. Avant tout ça, Vernon, il tenait Revolver. C'était pas un simple magasin de disques. Ah non, c'était le centre névralgique d'une communauté entière. C'est un point fondamental de l'histoire. Dans le Paris des années 90, cette boutique, c'était une vraie institution. On y respirait la culture vinyle, le punk, le rock indépendant. C'est un lieu de rassemblement physique, un endroit où les gens venaient débattre pendant des heures au milieu d'une odeur de poussière et de vieux cartons. Sauf que la révolution numérique est arrivée comme un tsunami absolu. Le téléchargement illégal d'abord, et puis le MP3. Et enfin, la domination écrasante du streaming musical. Le paysage a été balayé avec une brutalité inouïe. Les habitudes ont muté et le contact humain est passé complètement au second plan. Et le drame, le vrai drame, c'est que Vernon est resté figé dans cette époque révolue. Il n'a pas su, ou peut-être qu'il a tout simplement pas voulu, s'adapter à cette nouvelle ère dématérialisée. Ouais, où la musique est devenue juste un flux invisible géré par des algorithmes. Voilà. Le magasin a fait faillite, le rideau de fer s'est baissé pour toujours, et son identité sociale entière, qui était construite autour de son statut de disquaire, s'est volatilisée. Mais ce qui est fascinant dans la façon dont c'est raconté, c'est qu'il ne se retrouve pas immédiatement à la rue. Non, il a un sursis. Grave. Et on pourrait se dire, mais Vernon, il est quand même responsable de ce qui lui arrive, non? Pourquoi il s'est laissé couler au lieu de chercher un nouveau job? Il a bénéficié d'une longue période d'attente douillette grâce à son ami Alex Bleach. Alex Bleach, c'est l'ancien compagnon de galère de Vernon, sauf que lui, entre-temps, il est devenu une immense rockstar mondiale. L'idole de toute une génération, quoi. Et par un mélange hyper complexe de loyauté, de culpabilité bourgeoise et de nostalgie de leurs jeunes années, Alex décide de prendre Vernon en charge. Il paie son loyer. Il l'entretient intégralement. Et Vernon accepte cette rente parce que ça lui permet de maintenir son déni total. Il s'enferme chez lui, il écoute ses disques, il vit la nuit, et c'est sa façon de refuser d'admettre que le monde extérieur a continué de tourner sans lui. Accepter un boulot normal, ça signifierait acter la mort définitive de Revolver. Jusqu'au jour où l'inconcevable se produit. Alex Bleach est retrouvé mort d'une overdose dans la baignoire d'un hôtel miteux. Le filet de sécurité disparaît, le filet de sécurité disparaît. Et là, les dettes s'accumulent, l'expulsion devient inévitable. Et au lieu de tirer la sonnette d'alarme, de dire à ses potes qu'il est en train de sombrer, que fait Vernon? Il s'enfonce dans le mensonge. C'est terrifiant de réalisme en fait. Il se connecte sur Facebook, il recontacte des anciennes connaissances qu'il n'a pas croisées depuis 15 ans et il s'invente une vie parfaite. Il prétend revenir du Canada, être juste de passage à Paris pour affaires, et il demande, l'air de rien, à être hébergé pour quelques nuits. C'est le symptôme absolu de la violence sociale moderne, tu trouves pas? Complètement. La honte du déclassement est si puissante qu'elle paralyse la vérité. Il préfère s'épuiser à maintenir une façade numérique, un avatar de réussite, plutôt que d'affronter le regard des autres sur sa propre faillite. Il s'accroche à une dignité en carton pendant que le sol s'ouvre sous ses pieds. Et ce mensonge désespéré, ça déclenche un road trip immobile hallucinant, un jeu de chaises musicales d'une tristesse infinie. Vernon commence à squatter de canapé en canapé chez ses anciens potes des années 80 et 90, et là, je te jure, on se prend une claque monumentale. L'ambiance rock rebelle de leur jeunesse. C'est terminé? Pulvérisé?
En franchissant le seuil de ces appartes, Vernon devient le témoin silencieux d'une fragmentation sociale désarmante. Chaque canapé est une fenêtre ouverte sur les renoncements d'une époque. On découvre à quel point ces anciens rebelles ont muté. Le cas d'Emily est super frappant. Dans sa jeunesse, elle gravitait au cœur de cette sphère punk. Elle incarnait la liberté. Et aujourd'hui, on la retrouve transformée en bureaucrate amère. C'est un miroir tellement grinçant de la condition humaine. La promesse de ne jamais devenir comme nos parents pour finir par se disputer sur des marques de thé bio. Elle s'est fondue dans un conformisme bourgeois étouffant. Elle ne jure plus que par ses fringues Zara et Télérama. Mais derrière ce décor, il y a une femme écrasée par la solitude. Elle nourrit une aigreur profonde qu'elle déverse silencieusement sur les autres. Elle n'accorde à Vernon qu'une seule nuit d'hébergement. Le contraste est saisissant. Et la mutation est encore plus spectaculaire avec Xavier. Cet ancien aspirant scénariste, qui a jamais percé, il vit au crochet de sa femme et a accumulé une frustration colossale. Et c'est important de préciser qu'en m'abordant la trajectoire de Xavier, l'histoire ne prend absolument pas parti. Il n'y a pas de jugement moral de la part de l'autrice. C'est une observation clinique des impasses psychologiques. Xavier illustre une dérive spécifique. Rongé par l'échec, il s'est tourné vers l'extrémisme de droite. Il est devenu profondément xénophobe, paranoïaque, aigri par la moindre contrariété. Il est prêt à exploser de fureur dans un supermarché pour un regard de travers. Le récit montre simplement comment une rancœur intime laissée à l'abandon peut se métamorphoser en une haine politique féroce. C'est un vrai naufrage idéologique. Et dans le même registre de violence sourde, Vernon croise aussi Patrice. Homme devenu brutal. Un mari violent enfermé dans un cycle conjugal toxique. Vernon navigue dans ces eaux troubles, errant d'un désastre intime à un autre. Mais ce qui saute aux yeux dans ces retrouvailles, c'est le paradoxe glaçant de la communication moderne. Ah oui, l'hyperconnectivité. Ils vivent tous perpétuellement connectés, ils passent leur journée à commenter des statuts, à s'indigner sur des forums. Sauf que c'est une connectivité purement narcissique. Les réseaux sociaux agissent comme un écran de fumée qui masque un isolement absolu. Dans la vraie vie, l'empathie a disparu. Personne ne voit la détresse abyssale de Vernon, même quand il dort à bout de force dans leur propre salon. Le tissu de solidarité s'est délité en une multitude de bulles individuelles complètement aveugles. Et au beau milieu de ce drame social et intimiste, l'histoire subit une accélération phénoménale. Ça prend des allures de thriller urbain impitoyable. C'est l'introduction du fameux MacGuffin mortel. Faut rappeler ce que c'est un MacGuffin, oui. C'est ce prétexte narratif popularisé par Hitchcock, un objet dont la nature exacte importe peu, mais qui est assez précieux pour justifier toutes les trahisons et les courses-poursuites. Exactement. Et ici, le MacGuffin, c'est ce sac oublié. Avant de mourir, Alex Bleach a confié à Vernon des cassettes vidéo inédites. Un testament enregistré sous l'emprise totale de la drogue, avec des confessions incendiaires sur l'industrie du divertissement. Et la grande ironie, c'est que Vernon en lisait dans sa dépression. Il les a même pas regardées, ces cassettes. Il trimballe cette bombe à retardement sans avoir conscience du danger. Mais ce trésor inexploité attire l'attention de prédateurs. Le récit introduit Laurent Dopalais, un producteur de cinéma hyper puissant, cynique et impitoyable. Dopalais sait que ces cassettes pourraient anéantir sa carrière et révéler des crimes enfouis. Il engage donc un personnage proprement fascinant, la hyène. Elle crève la page, la hyène. C'est une enquêtrice privée hors norme. Son arme, c'est pas le chantage physique, c'est le clavier. C'est la spécialiste du lynchage cybernétique, de la destruction méthodique de réputation en ligne. Elle incarne la violence la plus pure, la plus froide et la plus invisible de l'ère numérique. Son enquête l'oblige à remonter la piste des fréquentations de Bleach et de Vernon. Et ça provoque un carambolage sociologique total. Elle croise des mondes qui d'ordinaire s'ignorent. On pénètre dans l'intimité sordide d'anciennes stars du porno des années 90, comme Pamela Kant et Vodka Satana. Des femmes broyées par une machine marchande implacable. On découvre aussi Kiko, un trader évoluant dans la haute finance, tournant frénétiquement à la cocaïne. L'incarnation d'une richesse déconnectée du réel. Et au cœur de cette faune, il y a Aïcha, la fille de Vodka Satana. Son parcours offre un contraste vraiment saisissant. Élevée par un père universitaire militant farouchement laïque, cette jeune femme brillante prend une décision qui bouleverse son entourage. Elle choisit de porter le voile. Et là encore, c'est crucial de souligner la stricte neutralité de l'œuvre. L'histoire contextualise ce geste sans entrer dans un débat religieux ou politique partisan. Aïcha décrit son choix non seulement comme un acte de dévotion, mais surtout comme une rébellion politique intime. C'est une forme d'armure, un rejet total de la société hypersexualisée, marchande et consumériste qui a littéralement détruit la vie de sa mère.
C'est sa façon de se soustraire au regard prédateur de cette époque. Le récit exige qu'on comprenne cette complexité sans tomber dans des raccourcis faciles. Et pendant que l'AIN resserre sa toile virtuelle, traquant la moindre empreinte numérique, Vernon, lui, accomplit le mouvement inverse. Il sort des radars. Les canapés se refusent à lui. L'argent est définitivement épuisé. Le téléphone n'a plus de batterie. Il glisse hors du système. Et la rue finit par l'engloutir. C'est le passage qui saisit à la gorge. Vernon échoue au parc des Buttes-Chaumont. La description de l'itinérance physique est d'une crudité implacable. C'est plus de la théorie. C'est le froid de l'hiver qui mord la peau, la faim qui creuse le ventre et brouille la perception. Le manque d'hygiène qui transforme un homme en repoussoir. On sent le regard fuyant des passants. Il devient un fantôme. Pour survivre, il doit apprendre de nouvelles lois. Et c'est là qu'intervient Olga, une sans-abri endurcie. Elle lui transmet les règles invisibles du trottoir. Où trouver la chaleur des bouches d'aération, comment récupérer les restes des boulangeries, comment se rendre transparent la nuit. Mais au-delà de la survie physique, c'est la métamorphose psychologique de Vernon qui est bouleversante. C'est une bascule d'une puissance littéraire sombre et majestueuse. En perdant son statut, son toit et son nom, la carapace identitaire de Vernon se désintègre. Sous l'effet de la dénutrition et de la fièvre, il vit une forme de dissociation. Il devient une éponge humaine. Il perd complètement son moi. Dans un délire halluciné, il épouse la condition de tous les marginaux de la métropole. Il raconte ressentir viscéralement la douleur de l'infirmière de nuit au bord du burn-out, Du travailleur sans papier terrorisé, pendant qu'il nettoie des cuisines. de l'angoisse de la prostituée écorchée vive. Il absorbe tout. En devenant le rebut ultime de la ville, il développe une empathie pure, vaste et presque mystique. Le paradoxe est magnifique. Une société suréquipée en outils de communication s'est enfermée dans un égocentrisme aveugle. Et cet homme, dépouillé de tout, parvient à rétablir une connexion universelle avec la douleur du monde. Sauf que cet état de grâce misérable le protège pas de la réalité du complot qui se referme sur lui. Ce qui nous propulse vers un point de rupture étouffant. Vernon n'est plus qu'une silhouette grelottante sur un banc, perdue dans ses visions. Il ignore que le monde extérieur s'apprête à s'abattre sur lui. Il sait pas que la hyène a fini par croiser les dernières données. La meute de dos palette ultra-organisée et violente a désormais son signalement précis. L'étau s'est resserré jusqu'aux grilles du parc. Les prédateurs ont reniflé la piste. La nuit s'épaissit sur Paris. Le froid s'intensifie. Et ce trésor inestimable, ce testament qui pourrait faire trembler toute une industrie corrompue, repose toujours au fond d'un sac de sport détrempé par la pluie. Impossible de ne pas avoir envie de se ruer sur le livre pour savoir. Est-ce que les tueurs de l'ombre vont le dévorer avant même qu'ils comprennent, ou est-ce que ce secret va exploser ? C'est une course contre la montre haletante. Le suspense repose sur ce fil tendu à l'extrême. Mais avant de se quitter, prenons un instant pour réfléchir. Cette histoire nous jette notre propre fragilité au visage. La chute de Vernon a été initiée par un simple bouleversement technologique. Le passage au numérique, qui a rendu ses compétences soudainement inutiles, une obsolescence foudroyante masquée par nos identités virtuelles. Et ça laisse une question très concrète en suspens. Aujourd'hui, on parade avec nos vies lisses en ligne. Mais avec l'accélération de l'intelligence artificielle qui remplacera les tâches intellectuelles et créatives demain, Combien d'entre nous verront leur propre métier rendu obsolète du jour au lendemain ? sommes-nous tous au fond à une seule mise à jour algorithmique de devenir les prochains fantômes sur le bitume ? Une perspective glaçante à méditer sérieusement. À la prochaine. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.